Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais vous allez voir, c'est passionnant. On va plonger directement sous le capot de ce qui fait tourner un pays tout entier, le fameux moteur macroéconomique. Le but de notre analyse, c'est vraiment de comprendre comment toutes les pièces de ce puzzle géant s'emboîtent. Parce que oui, la macroéconomie, ça ne s'arrête pas à la petite entreprise du coin ou au budget d'un seul ménage, pas du tout. On dézoome, on va regarder l'économie dans sa globalité pour dénicher les vrais leviers de la performance d'une nation. Alors on y va, décortiquons tout ça étape par étape. Mais avant de mettre les mains dans le cambouis, posons-nous la question qui tue. Qu'est-ce qui détermine le niveau général des prix? Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui dicte vraiment la production totale d'un pays ou même son taux de chômage? C'est un peu le mystère ultime, non? Au quotidien, on voit bien que les prix grimpent à la caisse ou que l'emploi fluctue, mais les forces invisibles derrière tout ça, elles restent souvent un grand point d'interrogation. Gardez bien cette question dans un coin de votre tête, car chaque point qu'on va aborder aujourd'hui va nous donner la clé de cette énigme. Bon, pour partir sur de bonnes bases, il faut d'abord tracer une ligne rouge très claire. On ne mélange pas la microéconomie et la macroéconomie. C'est fondamental. La microéconomie, pour faire simple, c'est l'étude d'un arbre en particulier. On regarde le prix d'un bien spécifique, le comportement d'un seul acteur. Mais la macroéconomie, c'est la forêt entière. On s'intéresse à la production à l'échelle nationale, au fameux rendement total et au niveau général des prix. On regroupe tout le monde, toutes les entreprises, toutes les administrations. Changer de lunettes comme ça, passer du mode microscope au mode satellite, c'est littéralement indispensable pour piger la suite de notre explication. Et pour visualiser cette immense machine nationale, il y a une métaphore que je trouve absolument géniale. Le PIB et le niveau général des prix sont déterminés par les deux lames d'une paire de ciseaux. Pourquoi les ciseaux? Eh bien, essayez donc de couper une feuille de papier avec une seule lame. C'est impossible, n'est-ce pas? L'économie, c'est pareil. Elle a besoin de deux forces massives, distinctes, qui se font face et interagissent en même temps pour créer la réalité économique. C'est une image super parlante pour des concepts qui ont l'air un peu abstraits sur le papier. Allez, on va démonter ces ciseaux et regarder notre première lame de plus près. Voici donc notre fameuse première lame, l'offre globale, qu'on appelle souvent l'OG dans le jargon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la quantité totale de biens et de services que toutes les entreprises d'un pays sont prêtes à produire et à vendre sur une période donnée. Imaginez un instant l'effort combiné de chaque usine, de chaque bureau, de chaque commerce de la nation. En général, les entreprises ont un but très clair, n'est-ce pas? Elles veulent faire tourner les machines à plein régime et vendre tout ça à un bon prix pour maximiser leurs profits. L'offre globale, c'est donc la traduction directe de cette soif de produire à l'échelle de tout un pays. Mais attention, vouloir produire, c'est bien beau. Encore faut-il en être capable. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette offre globale, elle dépend d'abord de la capacité physique et humaine du pays, ce qu'on appelle la production potentielle. Ça inclut le capital disponible, le nombre de travailleurs prêts à bosser et bien sûr le niveau technologique. C'est le socle. Ensuite, il y a un autre détail crucial, le coût de tous ces éléments. Si les coûts de production explosent du jour au lendemain, l'offre globale va naturellement se recroqueviller. Peu importe si on a les meilleures machines du monde, les coûts dictent vraiment la volonté de produire. Face à cette machine de production, on a besoin de notre deuxième lame, la demande globale, ou la DG. Si l'offre, c'était la production, la demande globale, c'est le porte-monnaie. C'est le montant total que absolument tout le monde dans l'économie est prêt à dépenser sur une période donnée. Quand je dis tout le monde, c'est la somme de vos achats, des investissements des entreprises, des dépenses de l'État, le package complet. C'est la force motrice de l'achat qui vient percuter de plein fouet la force motrice de la production. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait bouger cette demande globale? C'est ultra sensible, croyez-moi. Elle réagit évidemment au niveau des prix, mais pas seulement. Elle est énormément influencée par la quantité de monnaie qui circule, par les dépenses de l'État et par les impôts, bien sûr. La logique est implacable. Si l'argent coule à flot ou que les impôts baissent, les gens et les entreprises ont mécaniquement plus de cash à dépenser. Boum, la demande globale gonfle. À l'inverse, si la pression fiscale augmente, tout le monde serre la ceinture et cette fameuse envie de dépenser chute. C'est un équilibre permanent sur le fil du rasoir. Et nous y voilà, le cœur absolu de la machine, le point culminant. C'est le moment précis où l'offre globale rencontre la demande globale en temps réel, le moment où nos deux lames de ciseaux se croisent enfin. Et c'est de ce choc, de cette interaction, que naissent littéralement toutes les performances macroéconomiques d'un pays. C'est ce qui détermine la taille de notre produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est aussi ce qui fixe le niveau d'emploi, de chômage, l'inflation ou encore nos exportations nettes. En fait, la santé entière d'une économie n'est que le résultat direct, presque mathématique, de ce croisement spectaculaire entre la volonté de produire et l'envie d'acheter. Faisons un zoom sur l'endroit exact où ces courbes se croisent, le fameux point E, le E d'équilibre.
C'est là qu'on trouve la réponse définitive à notre grande question du début, vous savez, celle sur ce qui détermine les prix. Le point E, c'est l'équilibre macroéconomique parfait. C'est un point magique où le niveau des prix et la quantité globale conviennent à tout le monde. Les acheteurs ne veulent pas acheter plus, les vendeurs ne veulent pas vendre plus, personne ne veut changer ses prix. À cet instant T, le moteur tourne à un rythme d'harmonie absolue. Les entreprises produisent exactement la quantité que les consommateurs sont disposés à absorber. C'est beau, non ? Sauf que, dans la vraie vie, cet équilibre parfait ne dure jamais très longtemps. Il faut sans arrêt corriger le tir. C'est précisément là que l'État entre en scène, un peu comme le pilote de ce moteur géant. Pour éviter que la machine ne surchauffe avec une inflation délirante ou ne cale complètement avec du chômage de masse, les gouvernements tirent sur plusieurs leviers. On a la politique budgétaire qui joue directement sur les dépenses publiques et les impôts pour booster ou calmer la demande. Ensuite, il y a la politique monétaire qui contrôle l'argent en circulation et les taux d'intérêt. Et n'oublions pas la politique des revenus qui essaie d'encadrer les salaires et les prix. C'est un pilotage de tous les instants pour maintenir notre fameux point E. Mais voilà le hic. Les gouvernements ne contrôlent pas tout. Loin de là. Il y a toujours des éléments perturbateurs massifs, les chocs externes. Ce sont ces événements totalement imprévisibles qui viennent frapper le pare-brise de notre économie. On parle ici d'une crise soudaine, d'une guerre, d'une révolution ou d'une explosion du prix du pétrole. Quand une de ces tempêtes frappe, elle vient percuter violemment l'une ou l'autre lame de nos ciseaux, et tout l'équilibre vole en éclats. Du coup, tout le travail des autorités va consister à jouer frénétiquement avec leur levier de contrôle pour tenter d'amortir le choc, comme de vrais amortisseurs face aux turbulences mondiales. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Maintenant qu'on a bien compris que cette énorme machine macroéconomique est constamment secouée par les vents extérieurs, on peut regarder le monde avec un œil complètement nouveau. Prenez l'actualité de ce matin. Comment les tensions géopolitiques actuelles ou les dernières avancées technologiques sont-elles à la seconde même en train de tordre et de déplacer ces fameuses courbes d'offres et de demandes globales ? C'est fascinant d'y penser. L'économie, ce n'est pas qu'une théorie figée dans un manuel, c'est une matière vivante. Et maîtriser le mouvement de ces deux lames de ciseaux, c'est la clé pour décrypter le monde qui nous entoure. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet ensemble.